Merci David. Je vois qu'il y a beaucoup de gens assis à gauche. C'est peut-être un bon signe. Moi à ma gauche, à votre droite, je sais pas. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Une discussion qui est quand même assez importante. Parce que ce qui est en train de se passer au Québec, c'est loin d'être anodin. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce serait, si la CAQ gagne, c'est la première fois en 50 ans que des élections sont gagnées ni par le PLQ, les libéraux, et le PQ. Première fois en 50 ans. Donc ça serait vraiment la fin, si on veut, du système à deux partis tel qu'on le connaît au Québec. Un choc politique majeur, ça c'est clair, si ça arrive, ça va être le cas. Je vais y revenir. Il y a deux éléments dans le titre de l'événement, comme vous avez remarqué. Il y a si on veut, la CAQ, sa possible arrivée au pouvoir, et le mouvement ouvrier. Qu'est-ce que le mouvement ouvrier peut faire face à la CAQ qui s'approche du pouvoir? Puis nous, à la riposte syndicale, il n'y a pas de cachette. On est socialistes. On lutte pour que le mouvement ouvrier retrouve ses traditions combatives, parce qu'on a ces traditions-là. Des luttes de masse dans les années 60, 70 surtout, ont permis les grandes avancées de la Révolution tranquille. C'était une période aussi où le socialisme était à l'ordre du jour au Québec. Il y avait, on l'a sur la table, le manifeste de la CSN qui parlait de renverser le capitalisme, de lutter pour le socialisme. Puis les autres centrales syndicales avaient aussi des documents très radicaux. C'était une période extrêmement radicale du mouvement ouvrier. Puis on lutte pour faire revenir cette tradition-là. Puis on a aussi notre programme aussi, si vous voulez le consulter. On le donne si ça vous intéresse. Nos principales revendications pour le mouvement ouvrier. Mais bon, pour revenir un peu au sujet, faut se poser la question comment on en est arrivé là? Comment ça se fait que la CAQ est en première place de tous les sondages depuis pas loin d'un an, en fait? Pour comprendre comment on s'est rendu là, il faut avoir le contexte des dernières années et même des dernières décennies jusqu'à un certain point. En 2014, on s'en souvient, les libéraux avaient gagné les élections en disant ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Ils parlaient de santé, éducation, emploi, bien sûr. Ils ne se disaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec tout ça. Puis on sait ce qui s'est passé. Pour eux, les vraies affaires, c'était couper dans la santé, couper dans l'éducation. Donner des salaires maigres aux employés de la fonction publique, etc. Puis les libéraux de Philippe Couillard ont imposé des mesures d'austérité de bord en bord pendant leur mandat. Vraiment personne qui a été épargné. J'ai une citation ici qui date de pas longtemps après les élections. Il disait « On va revoir programme par programme, voir si c'est encore pertinent de les maintenir ou de les éliminer au complet. » C'était ça les libéraux. Ils disaient « On va tout passer au peigne fin puis voir où est-ce qu'on peut couper. » C'est ça qui est arrivé. Mais ces mesures d'austérité-là, c'est pas comme s'ils disparaissaient de nulle part, puis c'était pas le début, en fait. C'était, si on veut, la continuation de ce que les gouvernements précédents avaient fait dans les 10, 15, 20, 30 dernières années. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ça, au cours des dernières décennies, c'est vraiment le démantèlement, si on veut, du modèle québécois, l'État-providence et tout ça. Puis ça, c'est un processus qui n'est pas juste au Québec, c'est un processus qui est mondial. On voit ça un peu partout dans le monde, ça s'est accéléré beaucoup avec la crise économique de 2008. Puis c'est pas un hasard si tous les pays du monde, ou presque, imposent des mesures d'austérité à peu près toutes en même temps. Puis les gouvernements conservateurs, libéraux, socialistes, toute la gang. Toujours est-il que c'est ça la situation des dernières années au Québec. Donc l'austérité, les coupures dans les services publics, des augmentations de salaire vraiment minimales dans le secteur public. On a eu la grève de la construction de 2017 qui s'est finie par une loi spéciale de retour au travail, comme en 2013 d'ailleurs. Puis pendant ce temps-là, au top de la société, les patrons s'en ont mis plein les poches. Il y a plein de stats qui le montrent. Puis un des cas les plus flagrants de ça a été quand Bombardier, en pleine période d'austérité, recevait, je pense que c'était 1 milliard du gouvernement québécois pour sauver les jobs. Puis pendant ce temps-là, il a coupé des milliers de jobs et on apprenait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 1 an et demi, quand les boss de Bombardier avaient eu des augmentations de salaire de 50% cette année. Surprise, d'où ils ont eu cet argent-là. Mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans un contexte comme ça? À un moment ou à un autre, on demande aux gens de se serrer la ceinture, on donne des cadeaux comme ça aux grandes entreprises, les services se détériorent, on enlève le droit de grève aux travailleurs. À un moment donné, les gens, ils se tannent. C'est ça qui mène à la situation actuelle. Les travailleurs et travailleuses au Québec sont cette écœurantite du statu quo. Les sondages, des fois, c'est comme un outil à prendre avec un grain de sel.
Tu as des sondages qui peuvent dire une chose et son contraire, des fois. Mais les sondages révèlent vraiment cette tendance-là, le rejet du statu quo, le rejet de l'establishment. J'avais trouvé des stats qui disaient la confiance envers les politiciens est à 18%, selon un sondage du mois de mai. L'insatisfaction envers Philippe Couillard, c'est 64%, ce qui est 9% de plus qu'il y a un an. Il y a près de 2 tiers des Québécois qui disent vouloir un changement lors des élections. Puis il y a même un sondage de l'automne passé, qui disait, de novembre, qui disait que 69% des Québécois affirment que, et je cite, le Québec va mal et qu'il faut faire des changements importants. Puis il y avait 78% qui disaient que les choses sont pareilles ou pires qu'il y a 10 ans. Fait que, puis peut-être pour continuer, un sondage encore du mois de mai qui disait qu'il y a la moitié des Québécois qui disent que leur revenu n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Puis chez ceux qui se décrivent comme des travailleurs, c'est 61%. Puis il y avait un autre sondage, tu sais, c'est quoi le bilan du gouvernement libéral? Ben, c'est 62% qui disent négatif, puis seulement 24% qui disent plutôt positif. Donc c'est ça, je pense que ces chiffres-là reflètent le rejet du statu quo, puis une frustration vers la situation actuelle. Puis ça se reflète en fait presque directement dans les intentions de vote pour les différents partis. Si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez voir toutes les élections passées, c'était quoi le pourcentage pour chaque parti. Puis dans les années 80-90, sans exception, le PLQ et le PQ ramassaient toujours entre 85 et 95% des votes. Puis aujourd'hui, depuis pas loin d'un an, tous les sondages les mettent en bas de 50% les deux ensemble. Ce qui est quelque chose de vraiment nouveau. Puis même le dernier que j'ai vu, à moins qu'il y en ait eu un nouveau, c'était 43% pour les deux ensemble, ce qui est sans précédent. Puis c'est ça, on voit comme le début de l'effondrement de ces deux partis-là traditionnels, les partis du centre, les partis du statu quo, qui ont dominé le Québec depuis presque 50 ans. Puis ça correspond aussi à un phénomène international. On voit ça dans plein de pays. Par exemple, Hillary Clinton, la représentante responsable de l'establishment qui s'est fait tasser par un clown, Donald Trump. Mais il y avait aussi la montée de Bernie Sanders de l'autre côté. En France, les républicains et le Parti socialiste se sont fait ramasser aux dernières élections au profit de Macron au final, mais aussi de la montée du FN et de France Insoumise avec Mélenchon à gauche. Puis on l'a vu aussi dans les élections en Ontario en juin dernier, où les libéraux, ça faisait 15 ans qu'ils étaient au pouvoir, puis les libéraux ne sont même plus un parti reconnu tellement ils ont obtenu peu de votes. Puis là, c'est Doug Ford, des libéraux, l'espèce de populiste à Donald Trump, qui a gagné. Donc un peu partout, on voit ça, c'est le rejet des partis qui défendent le statu quo, qui sont responsables, modérés et tout, puis au profit de partis anti-establishment, de politiciens qui ont l'air différents, qui parlent contre ces gens-là, contre les élites, etc. C'est ça. Puis c'est pas surprenant, tu sais, les gens sont tannés des mêmes maudites mesures d'austérité, du fait que les partis gagnent, ont les mêmes programmes les uns les autres. C'est ça qu'on voit à l'échelle mondiale et c'est ce qu'on voit aussi au Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'effondrement des partis du PQ, ça affecte surtout le PQ, en fait, si vous avez remarqué. Le PQ est 3e dans les sondages depuis un méchant bout. Puis d'habitude, c'est pas comme ça. Hein? Quand les libéraux sont plus populaires, habituellement, c'est comme c'est à notre tour, le PQ, on se renvoie la balle comme ça d'élection en élection. Mais là, c'est pas le cas en ce moment, c'est pas le cas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Ça serait un autre sujet complètement, mais tu sais, le PQ, vraiment, tu sais, quand ça a été créé, c'était, ce que les leaders disaient, ça se voulait une coalition nationale, de réunir les intérêts des Québécois pour faire l'indépendance, les travailleurs, les petits bourgeois, les patrons, etc. Tout le monde dans le même camp pour faire l'indépendance du Québec, tu sais. Puis il avait réussi à leur époque à acquérir un certain appui au sein de la classe ouvrière, c'est sûr. Mais au fil du temps, le PQ ne pouvait pas éternellement rester cette espèce de coalition qui essayait de plaire à la fois aux travailleurs puis aux patrons. T'sais. Puis avec le temps, il est venu, le PQ en gouvernement a fait parmi les attaques les plus incroyables de l'histoire récente du Québec. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais 82-83, des coupes massives de salaire des employés de la fonction publique, Lucien Bouchard dans les années 90, avec le déficit zéro et les grosses mesures d'austérité, forcer des travailleurs à aller à la retraite, etc.
Puis le gouvernement minoritaire du PQ de 2012-2014, des congés fiscaux aux grandes entreprises, l'indexation des frais de scolarité, une loi spéciale dans la construction pour imposer les conditions de travail aux travailleurs de la construction, etc., etc. Ce qui fait que le PQ aujourd'hui, même s'il n'a pas repris le pouvoir depuis longtemps, est de moins en moins vu comme une espèce de parti social-démocrate qu'il essayait d'être à ses débuts, puis qu'il essaye encore d'être aussi aujourd'hui. Puis il est perçu généralement comme un des deux grands partis de l'establishment ici. Puis l'autre aspect, c'est la question de la souveraineté. Le PQ lui-même a remis ça plus tard, a dit on ne fera pas de référendum avant 2022. Je pense que ça reflète un peu ce qu'on a en ce moment dans la période actuelle, une espèce de désintérêt de cette question-là au profit de questions de classe, de questions de santé, d'éducation, de conditions de travail. Puis il y a même un sondage qui disait que 74% des Québécois pensent que la souveraineté ne devrait pas être un enjeu aux élections en ce moment, puis que c'est dépassé. Fait que là, t'as comme le PQ qui ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Il ne parle plus vraiment de souveraineté, mais là, il parle des appuis à sa gauche puis à sa droite. Voyons, Jean-François Lisée demandait à QS de faire des alliances stratégiques l'année passée, fait qu'il essaie comme de tendre une perche comme à la gauche, mais en même temps, il y a souvent l'espèce de discours identitaire, style charte des valeurs, un peu raciste en fait aussi, islamophobe par moment, pour comme empêcher la CAQ de grossir trop. Fait que t'as comme le PQ qui voit le sol comme se tasser, puis lui qui est en train de tomber, la CAQ qui monte, le QS jusqu'à un certain point, puis le PQ est pogné au centre à essayer de jouer les équilibristes, tu sais. Puis jusqu'à là, ça marche pas vraiment. Puis ce qu'on voit en ce moment, le PQ essaye encore de sortir la carte, faire une campagne à gauche, mais ce qu'ils font quand ils font ça, c'est qu'ils campagnent à gauche, puis ils gouvernent à droite, tu sais. Puis en ce moment, on dirait pas que ça va marcher, tu sais. Le PQ semble s'enligner vers une des pires défaites depuis que le parti existe, en fait. Donc, c'est un peu ça la situation, le rejet des libéraux et du PQ. Qu'on voit en ce moment. Mais un autre aspect de la question, c'est ce qu'on a vu dans la dernière période, une certaine montée de la lutte des classes au Québec. De quoi je parle? Je parle de, par exemple, ça a commencé, on a eu la grève de la construction en mai 2017, qui s'est terminée par une loi spéciale, comme je l'ai dit. Mais depuis le début 2018, il y a plein d'autres luttes qui se sont accumulées. Il y a un paquet de petits conflits par-ci par-là, dans le public, dans le privé. Par exemple, il y a eu des votes de grève de plus de 95, même 99% à la STM, à la SAQ aussi. Puis il y a eu 2 journées de grève à date à la SAQ. Il y a une grève générale limitée au mois de juin dans les CPE de Montréal et Laval. Ça a duré 8 jours, si je me souviens bien. Puis plein d'autres milieux, le Manoir Sherbrooke, les Résidences Soleil, les travailleurs de SICO à Beauport, je pourrais en nommer encore, ont fait la grève où se sont donnés des mandats de grève de 90, 95, 99%. Puis aussi, il y a eu la grève sauvage des grutiers en juin dernier, qui était assez... C'était quelque chose, c'est une grève complètement illégale, sortie de nulle part. Ils ont refusé les injonctions qui les forçaient à retourner au travail, puis ils ont juste accepté de le faire quand c'est leur propre leader qui leur ont dit de faire ça. Trahison honteuse, mais c'est un autre sujet. Puis cet hiver aussi, il y a eu les manifestations, les sit-ins des infirmières un peu partout au Québec aussi. Puis ça, c'est une conséquence directe des coupures des libéraux de Gaétan Barrette dans la santé. Puis toutes ces luttes-là n'ont pas nécessairement de lien direct les unes avec les autres, mais vraiment, si on les prend ensemble, ça témoigne justement d'une combativité des travailleurs, d'un désir de lutter pour des meilleures conditions de vie. Après des années à accepter les coupures, l'austérité, peut-être pas les accepter, mais du moins les encaisser, il y a un potentiel immense, je pense, pour un mouvement de masse contre les 3 grands partis capitalistes. Donc c'est un peu ça le background derrière les élections dans ce moment. Je pense qu'une question qui se pose, avec la montée de la lutte des classes qu'on a eue dans la dernière période, c'est où est la voix de la classe ouvrière dans les élections en ce moment? C'est qui la voix des travailleurs? La CAQ, comme on sait, en première place, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi c'est la CAQ qui profite un peu de toute la situation que j'ai décrite à date? François Legault, c'est pas lui, après tout, qui est comme le plus grand défenseur de l'austérité, des lois spéciales. Parce que s'il y a une chose qu'on peut donner à François Legault, c'est qu'il est bright pareil. Sur la question de la souveraineté, il a dit clairement qu'il ne ferait jamais de référendum. Puis en écartant cette question-là, il peut aller piger
tant dans le lunch des libéraux que du PQ. Il en vole aux deux partis. Il utilise aussi une espèce de nationalisme populiste qui veut défendre les intérêts du Québec d'abord, mais dans le Canada. Il dit lui-même qu'il y a des ressemblances avec l'Union nationale de Maurice Duplessis. C'est pas moi qui le dis. Donc, vous savez de quoi ça va avoir l'air. En fait, Legault, en ce moment, réussit à capitaliser sur le fait que les gens sont écœurés des libéraux et du PQ. Il s'attaque à eux, il se présente comme ça va être le gouvernement des familles, le parti du changement, puis ce que son parti offre dit des meilleurs emplois, moins d'impôts, des services plus efficaces. Le message est clair. Puis il connecte un peu avec le mood de frustration de la population, en disant qu'il veut s'attaquer au gaspillage des fonds publics, couper dans la bureaucratie d'État, etc. Puis un peu à la Donald Trump, il se vante d'être un homme d'affaires, il dit qu'il va être le premier ministre de l'économie, puis il demande aux gens de faire confiance un peu comme tu trusterais un bon boss qui est gentil. Mais il ne faut pas faire d'erreur, en fait. Derrière cette démagogie-là de la CAQ, c'est clair que ce qu'on a, c'est le programme des capitalistes au Québec qui sont les plus pressés, en fait, de couper dans les services, d'attaquer les syndicats, puis reprendre tout ce qui a été concédé aux travailleurs dans les années 60 et 70 surtout. Puis peut-être peut se rafraîchir la mémoire sur certaines choses que la CAQ a dit dans d'autres élections passées. Parce qu'à date, ils n'ont pas dit grand-chose, en fait. Ils disent presque rien de leur programme. Mais tu sais, par exemple, en 2012, ils proposaient d'abolir 4000 postes à Hydro-Québec. Ils avaient voté à chaque fois pour les lois spéciales dans la construction, en 2013 et en 2017. Puis dans la dernière grève, c'était de 2017, il disait, je cite François Legault, il dit « Les syndicats ont le droit de grève, mais c'est un droit théorique, parce que ça finit avec des projets de loi spéciale. » Puis presque à chaque fois, la CAQ demandait une loi spéciale avant que la grève commence. C'est ça, la CAQ. Puis dans la campagne de 2014, ils avaient promis de moderniser les syndicats, d'interdire aux syndicats d'utiliser leur cotisation pour autre chose que les négociations, puis pas de s'investir dans des causes politiques. Je me sens que je vais mal, Legault dire ça au patron, non, vous n'avez pas le droit de vous impliquer en politique, vous ne pouvez pas voter à main levée dans vos assemblées d'actionnaires. Non, Legault il ne s'inquiète pas de ce qu'eux ils font, mais il veut moderniser les syndicats, c'est-à-dire comme les empêcher de s'impliquer politiquement, de jouer un rôle dans la société. Puis il y avait un député de la CAQ qui avait écrit dans un livre que le Québec valorisait pas assez les semaines de travail de 60 heures. Peut-être qu'il y en a qui pourront témoigner que c'est peut-être pas le fun, en fait. C'était Simon Jolin Barrette. Puis ils ont engagé aussi un de leurs candidats, c'est Yuri Chassin. Si vous ne connaissez pas, c'est un économiste qui était membre de l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank, un institut qui produit des études et tout. À droite, il revendique toujours la diminution de la taille de l'État, de faciliter la vie aux entreprises, etc. C'est un gars qui était en faveur de la privatisation de la SAQ, la privatisation partielle d'Hydro-Québec, puis il a même dit qu'il ne croyait pas en un État au service du bien commun. Fait qu'on voit le genre de personnes qui sont en train de se coaliser dans la carte. Puis comme j'ai dit, la CAQ fait bien attention dans la campagne, je trouve, de rien mentionner de ça. Mais on sait que c'est ça qui nous attend si la CAQ prend le pouvoir le 1er octobre. Puis ça va être toute une gueule de bois, en fait, si ça arrive. Puis les attaques ne se feront pas attendre. Puis là, j'ai pas parlé non plus des provinces plus nationalistes et chauvines, de comme, faire passer un test de valeur aux immigrants, de réduire l'immigration de 20%. C'est clair qu'on peut s'attendre aussi à ce que la CAQ relance les débats identitaires vraiment qui s'attaquent presque constamment aux musulmans en particulier. C'est clair que c'est ça la perspective s'ils prennent le pouvoir. Donc, si on revient à la question que j'ai posée, où est la voix de la classe ouvrière dans l'élection, ça pose la question du rôle de Québec solidaire dans ces élections-là. C'est, à mon avis, le parti de gauche le plus significatif, le plus important dans la province en ce moment. Mais curieusement, QS n'a pas tant profité de la situation à date, puis de la montée de la lutte des classes dont j'ai parlé tantôt. Puis on peut même remonter plus loin que juste cette année, en fait. La grève de 2012 des étudiants, le mouvement contre l'austérité 2014-2015, puis là, les mouvements cette année. Malgré tout ça, QS reste dans son espèce de range normal là, de comme 8 à 10-11% dans les sondages. Mais il y a une exception à ça. C'était l'année passée quand Gabriel Nadeau-Dubois avait joint le parti. Subitement, le parti avait monté dans les sondages. Gabriel Nadeau-Dubois, quand il avait joint le parti, il avait dit la classe politique a trahi le Québec depuis 30 ans.
je pense qu'il avait même nommé comme les deux principaux partis. Puis ça avait fait monter la popularité de QS pendant comme 5-6 mois à même 14-15% en moyenne, mais même des fois jusqu'à 18-19%. Mais par après, Gabriel s'est rétracté tout de suite. Il a dit non, mais je voulais pas dire tout le monde dans la classe politique. T'sais. Il a comme tout de suite modéré ce qu'il a dit. Puis QS a concentré beaucoup de son attention l'été passé à fusionner avec Option nationale, puis à parler de la question de l'indépendance. Puis ça correspond avec le moment où QS est revenu à son 9-10% habituel. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent. Je pense avec le leadership de Québec solidaire, les dernières années, ils ont beaucoup tendance à faire ça, modérer leur discours, avoir l'air raisonnable, puis aussi mettre l'accent sur la question de la souveraineté. Puis ça fait qu'ils ont souvent juste l'air, aux yeux des gens, d'être une autre forme de PQ, un peu plus à gauche. C'est l'impression que ça envoie. Puis le PQ, lui, qui est complètement discrédité, c'est pas très avantageux d'avoir l'air du PQ dans ce contexte-là. Donc, puis, dans la dernière vague de lutte des classes dont j'ai parlé, mais c'est clair que la direction du parti n'a pas fait de ces luttes-là une priorité. Au mieux, ce qu'on avait, c'était, mettons, un candidat qui aurait visité une ligne de piquetage, ou faire une présence, un post Facebook, mais pas tout le temps, puis il n'y avait presque rien au niveau national. C'est des gestes individuels de candidats, mais rien comme le parti qui vient en appui aux travailleurs dans son ensemble. Il n'y a rien eu pendant la grève des CPE. Rien pendant les grèves de l'Auto-Québec et la BNQ, ça c'était la semaine passée ou l'autre, la SAQ non plus. Il n'y a pas eu de déclaration sur la grève des grutiers pour leur donner un appui, puis il y a beaucoup d'autres exemples. Ce qui fait que de manière générale, je pense que la classe ouvrière au Québec ne voit pas QS comme son parti présentement. Puis je pense que ça s'explique par cette espèce de déconnexion avec les luttes que les travailleurs mènent aujourd'hui. Un exemple de ça, c'est le jour avant le déclenchement des élections. Tu avais la grève de la SAQ qui avait été annoncée, il y avait des manifs un peu partout au Québec. Puis à leur crédit, Vincent Marissal, Alexandre Leduc sont allés dans ces événements-là, mais au niveau national, il n'y a eu rien, pas de déclaration là-dessus. Puis à la place, en même temps, QS faisait une annonce sur la légalisation des tournois d'arts martiaux, comme une demande, une promesse qu'ils allaient remplir. T'sais. Moi, j'ai vu ça, j'ai rien pour le jiu-jitsu, je pense que ça me ferait du bien de bouger un peu plus personnellement, faire plus d'exercices. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise position de légaliser les tournois de jiu-jitsu, je pense pas. Mais en mettant l'accent sur un enjeu comme ça qui est assez secondaire, au moment où il y a une grève de la SAQ partout au Québec, ben ça envoie le message qu'il y a comme une déconnexion avec les luttes de la classe ouvrière. Puis je pense que ça explique en grande partie pourquoi QS jusqu'à maintenant n'a pas été capable de capitaliser là-dessus sur le rejet du PLQ, du PQ, puis sur la montée des luttes des travailleurs. Fait que je pense qu'un peu tout ça permet de comprendre pourquoi c'est la CAQ qui est première en ce moment. Puis on pourrait tenter de dire, ah oui, mais tu sais, la CAQ monte, il y a comme un virage à droite au Québec. Je pense que ce serait peut-être un peu simpliste de dire ça, ou une exagération. Je pense que la montée de la CAQ est due plus généralement, comme j'expliquais au début, à la colère contre l'establishment, à la colère contre les partis traditionnels, au fait que les gens cherchent une solution qui est n'importe quoi sauf ces gens-là. Puis même dans certains sondages, c'est drôle, la CAQ est vue comme le parti qui va combattre la corruption, le parti qui va investir dans la santé, puis améliorer le système d'éducation. Puis même un sondage, ça fait un petit bout, là, mais c'est quand même drôle, de janvier ou février dernier, la CAQ était deuxième derrière QS pour les partis capables d'assurer un meilleur partage de la richesse. Là, ça fait aucun sens. Mais c'est là qu'on voit que les gens appuient la CAQ, pas à cause de leur programme, mais malgré leur programme, pour l'impression que le parti envoie à ces gens-là. T'sais. Puis la CAQ fait bien sa job de rien dire de ce qu'ils vont faire pour de vrai. Mais nous, on sait c'est quoi le programme de la CAQ. Puis une victoire de la CAQ, ça serait clairement un désastre pour la classe ouvrière et les jeunes. Ce serait la continuation de l'austérité que les libéraux ont commencé, et le PQ d'ailleurs quand il était au gouvernement. Mais ce serait pire, à mon avis. Ce serait plus vicieux encore. Déjà, en fait, il y a eu une annonce de la CAQ depuis le début de l'élection. On dit qu'elle allait couper 1,2 milliard dans les dépenses de l'État et 5 000 postes dans la fonction publique qu'ils allaient faire disparaître. Donc ça, je pense que c'est juste un avant-goût de ce qui pourrait arriver. T'sais. Surtout, c'est drôle, la CAQ dit « Ah, on a mis de l'eau dans notre vin parce qu'en 2014, ça demandait 20 000 coupes. » Oh. C'est pas mal mieux, tu sais. Mais ce serait juste le début, en fait. Puis l'affaire, c'est que la situation économique au Québec
est relativement bonne dans la période actuelle. Je ne pense pas que ça va rester comme ça éternellement. Je vous garantis que quand il va y avoir une crise économique, c'est très bien c'est qui va payer pour cette crise-là si c'est la CAQ au pouvoir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que nous, on a le pouvoir de faire? Je pense que, comme je l'ai expliqué, il y a un potentiel énorme pour une mobilisation contre la CAQ avant et après les élections. Les syndicats, c'est 40% de la classe ouvrière québécoise qui est syndiquée. On a des grandes ressources, des grandes traditions. Mais jusqu'à date, il n'y a presque rien qui a été dit par les leaders des grandes centrales syndicales en particulier. Presque rien dit sur les élections. En fait, la tradition un peu de la direction syndicale, c'est de donner son appui au PQ, soit de manière ouverte, ou d'appeler à voter contre les libéraux, ce qui revient essentiellement au même. Puis ça s'est terminé chaque fois avec le PQ qui prend le pouvoir et qui finit un jour ou l'autre par attaquer les syndicats et aussi à implanter des mesures d'austérité, leur demander de payer pour le déficit zéro et des trucs comme ça. Mais en fait, à date, le gros de ce que les directions syndicales ont fait, c'est de poser juste des revendications qui sont adressées à personne en particulier. En fait. Par exemple, le salaire minimum à $15, c'est juste une de leurs revendications pour l'élection. Mais si le PLQ ou le PQ ou la CAQ gagnent, ils ne vont pas implanter ça, on s'entend. Puis c'est un peu une attitude passive, en fait. Mais il y a aussi, il n'y a pas juste eu ça, il y a eu aussi une campagne cet été d'affichage dans certains comtés, organisée par certains syndicats. Vous les avez peut-être vus, là, il y en avait à Montréal, les affiches, c'est comme la moitié c'est la face de Legault, l'autre c'est Couillard, puis ça dit comme Libé, caquiste, caqui libéral. Le message c'est essentiellement, c'est du pareil au même. Puis on pourrait dire que c'est pas rien, c'est pas une mauvaise chose. Mais le problème avec ça, c'est qu'encore une fois, on laisse le PQ s'en tirer. Puis ça fait que ça invite les gens à voter potentiellement pour le PQ dans certains cas. Puis même le leader du syndicat canadien de la fonction publique au Québec a dit qu'ils avaient ciblé 14 comtés où justement il allait essayer de bloquer la CAQ et les libéraux. Ce qui veut dire, dans plusieurs cas, appuyer le Parti québécois. Fait que c'est un peu cette tradition-là qu'on a au Québec, c'est que soit les leaders syndicaux disent pas grand-chose, comme une espèce de silence diplomatique envers le PQ, ou un appui ouvert. Puis un des arguments qu'ils amenaient pour justifier la CAQ et les libéraux, c'est du pareil au même, c'est il y a tellement de transfuges entre les deux partis, mais checkez les nouvelles, il y a plein de transfuges du PQ à la CAQ, plein de gens qui changent de camp. Puis le transfuge numéro 1, c'est François Legault lui-même, un ancien ministre du Parti québécois qui a fondé la CAQ. Fait que c'est lui comme le transfuge par excellence. Puis je pense qu'on pourrait en parler dans la discussion. Il y a toute une mythologie autour du PQ, mais il y a énormément d'attaques envers la classe ouvrière quand le PQ était au gouvernement. Puis je pense qu'on ne peut pas donner aucun appui au Parti québécois lors des élections. Puis ce serait même, souvent, c'était justifié à ce thème du vote stratégique. Mais c'est même pas stratégique en ce moment. Le PQ est 3e, puis il va peut-être même glisser 4e si QS réussit de monter. Donc c'est même pas stratégique. Donc, à la riposte syndicale, si vous lisez notre programme, on croit que les travailleurs, les travailleuses du Québec devraient avoir leur propre parti, leur propre organisation politique qui peut être la voix de la classe ouvrière, qui unit les luttes de la classe ouvrière, qui donne, si on veut, une voix aux travailleurs dans le Parlement. On n'a pas, donc j'y reviendrai plus tard. Mais donc on a Québec solidaire qui existe. Puis donc j'ai dit que le parti avait de la misère en ce moment à montrer que c'est un parti de la classe ouvrière. Puis les travailleurs à ce stade-ci ne semblent pas voir ce parti-là comme le leur. Puis j'imagine qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui seraient un peu réticents à l'idée de voter pour QS dans ce contexte-là. Des gens qui sont très radicalisés, déjà gagnés aux idées marxistes ou socialistes ou peu importe. Mais je pense, si on regarde par exemple le programme de QS, il y a certaines réformes progressistes, la gratuité scolaire, l'assurance dentaire, le transport public gratuit. Là, ils l'ont coupé à seulement 50% pour l'élection, en tout cas. Ça, c'est un autre sujet. Des mesures de protection des travailleurs syndiqués, la semaine de travail de 32 heures. Puis il y a même ils revendiquent des nationalisations et un engagement à dépasser le capitalisme. Et en fait, il y avait même un article dans le Journal de Québec, je pense, de Lise Ravary, une chroniqueuse de droite vraiment fatigante. Mais ça vaut la peine de. Elle dit ça vaut la peine de découvrir que QS voit plus grand que la gratuité scolaire. Socialiser l'économie, point d'interrogation. Nationaliser les entreprises, comme au temps du socialisme pur et dur, tout est là. Je trouve ça quand même drôle, je trouve que c'est souvent la droite qui ramène ce que moi je considère être des bonnes idées de Québec solidaire. Il faudrait comme arrêter de laisser ces gens-là parler pour QS. Mais je veux dire, c'est vrai, il y a certaines réformes
progressiste dans le programme du parti, beaucoup d'éléments qui pourraient enthousiasmer les travailleurs s'ils étaient mis de l'avant. En ce moment, le parti parle beaucoup de l'assurance dentaire gratuite, de la gratuité scolaire, ce qui est un bon début à mon avis, mais il faut plus que ça. Vous pouvez imaginer une situation où si les syndicats, les centrales syndicales unissaient leurs forces à Québec solidaire et mettaient au cœur de la campagne les enjeux de classe, la question mettrait de l'avant les luttes des derniers mois, les demandes comme la semaine de 32 heures, la gratuité scolaire, la vraie gratuité des transports, etc. Organisait des rassemblements de masse sur ces enjeux-là, puis on dénonçait les trois autres partis. Les travailleurs pourraient avoir une voix dans l'élection dans ce moment. Puis c'est un mouvement de masse comme ça que ça nous prend. Je pense que les luttes des derniers mois et même des dernières années montrent qu'il y a un potentiel pour un mouvement de masse comme ça. Puis si on avait le scénario qui est peu probable en ce moment, où la victoire de QS backée par un mouvement comme ça arriverait, mais ça serait clairement un choc pour le Conseil du patronat québécois, pour les capitalistes et leur parti, puis ça ouvrirait une nouvelle période de la lutte. Mais la question, c'est est-ce que ça serait suffisant en soi? J'ai écouté quelques entrevues que Manon Massé a données les derniers jours, puis il y a une question qui revient souvent qu'on pose à Manon Massé, c'est ouais, mais Manon, comment vous allez payer pour toutes vos demandes? Comment payer pour plus d'investissement dans les transports, pour la gratuité scolaire, etc. C'est pas une question sans importance, en fait. L'assurance dentaire, la gratuité scolaire, ça coûte de quoi? Sous le capitalisme, il faut que quelqu'un paye. Qui paye? C'est ça la question, en fait. Puis la plupart du temps, cet argent-là est pris soit dans les poches des travailleurs, souvent par l'impôt, de d'autres façons, ou dans les poches des entreprises, des capitalistes. Mais qu'est-ce qui arrive si on décide de prendre l'argent dans les poches des capitalistes? D'ailleurs, j'ai mis un graphique quelque part, je trouve pas. En tout cas, oui, c'est ça. QS, c'est comme un plan où il explique un peu où est-ce qu'ils vont prendre leur argent. Puis beaucoup de ça, c'est que c'est imposer plus les grandes entreprises, des redevances minières, etc. Des trucs qui prendraient l'argent portefeuille des capitalistes et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là, quand QS va faire ça? C'est pas super difficile à prévoir, à mon avis. Il y aurait une campagne de masse dans les médias contre les mesures de Québec solidaire. Il y aurait certainement des grèves de l'investissement, des capitalistes qui diraient non, no way, moi j'investis plus au Québec si Québec solidaire est au pouvoir. Les capitalistes mettraient leur argent dans les paradis fiscaux pour éviter de payer de l'impôt, ce qu'ils font déjà. Puis c'est ça la réalité sous le système capitaliste, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. Puis eux, les capitalistes, ils contrôlent l'économie, c'est eux qui ont le dernier mot au final. C'est drôle, il y a une entrevue qui date d'il y a 2 semaines où Manon Massé, elle se fait demander s'il y a des gouvernements de gauche qui inspirent Québec solidaire. Puis elle patine un peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais elle nomme l'exemple de Syriza en Grèce. Puis elle nomme d'une façon un peu weird, qui donne l'impression qu'elle est d'accord mais pas d'accord. C'est un peu drôle, mais Syriza, c'est pas vraiment un exemple qui avantage Québec solidaire, en fait. Ça fait quand même 3 ans, fait que je peux peut-être juste rappeler un peu ce qui s'était passé. Syriza, c'est un parti grec qui est un parti de gauche radicale, vraiment similaire à QS, en fait, dans beaucoup d'aspects, qui était presque inconnu des gens pendant longtemps, puis qui avait gagné les élections grecques en janvier 2015. On se rappelle qu'à l'époque, en Grèce, c'est un des pays d'Europe où il y a eu le plus d'austérité des dernières 10 ans. Donc, Syriza avait pris le pouvoir en disant on met fin à l'austérité, c'est fini, un programme de réforme très progressiste. Mais après 6 mois de gouvernement, Syriza a été forcé par les banques européennes à abandonner ces réformes-là, puis à continuer à implanter l'austérité. Le but de Syriza, c'était de convaincre les banques de les laisser implanter des mesures. Puis il y a comme une ressemblance avec ce que Manon Massé dit dans ses entrevues, que les patrons seraient convaincus de rester au Québec pareil. L'argument est très similaire, en fait. Mais les capitalistes européens, les banques, ont tout fait pour empêcher Syriza d'implanter ces réformes. Ils ont saboté l'économie de la Grèce, ils ont menacé de le faire si Syriza essayait d'aller de l'avant. Puis ce qui est arrivé, c'est que le programme d'austérité que Syriza a implanté était même pire que ce que la droite avait imposé avant. Puis le parti disait, oui, mais on n'avait pas le choix. T'sais. Puis il y a un fond de vérité à ça, c'est que sous le capitalisme, on n'a pas le choix, c'est les banques qui ont le dernier mot. Puis Syriza, en fait, est encore au pouvoir. Puis
Puis allez lire ce qui se passe, c'est vraiment épouvantable. La Grèce est dans une crise économique vraiment, vraiment affreuse, ça arrache le cœur, le taux de suicide qui augmente, le chômage, c'est vraiment épouvantable. Mais le parti, malgré son opposition à l'austérité, était forcé de se plier à ce que les banquiers voulaient. Puis je pense que QS ferait face à un scénario similaire s'il prenait le pouvoir demain matin. Et dans ce contexte-là, c'est seulement si on mobilisait la classe ouvrière, si on avait un mouvement de masse, qu'on pourrait empêcher les capitalistes d'agir et qu'on pourrait avancer et implanter certaines réformes. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, peut-être dans vos familles ou dans vos amis, vous avez peut-être des gens ici, qui disent « Ah oui, mais tu sais, ces gens-là, politiciens, t'as des crosseurs, peu importe qui gagne, rien va changer. » C'est un mood qui est quand même assez présent. Puis c'est une analyse qui est plus profonde qu'elle en a l'air, en fait, parce qu'il y a un fond de vérité à ça. L'État dans la société est contrôlé de mille et une façons par les entreprises qui font du lobbying, les portes tournantes entre les partis et les conseils d'administration, ou la corruption directe. Il y a mille et une façons que les grandes entreprises, les banquiers, les capitalistes s'assurent d'avoir le contrôle. Si tu changes demain matin un gouvernement libéral par un gouvernement QS, l'État, lui, reste le même. Il reste contrôlé par la pression des lobbies, par les banques qui influencent sur les politiques, par les entreprises qui peuvent décider de s'en aller si le gouvernement ne leur plaît pas. Puis il faut être prêt à s'organiser contre ces gens-là qui contrôlent le gouvernement, qui contrôlent l'économie. Puis en fait, une chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la discussion aujourd'hui, c'est pas juste à propos des élections. Le scénario le plus probable à l'heure actuelle, c'est quoique c'est pas sûr à 100%, jamais rien de sûr, mais le scénario le plus probable, c'est un gouvernement de la CAQ. Puis la vraie lutte, elle va commencer après le 1er octobre, si c'est ça qui arrive. Il y aura rapidement des attaques sur la classe ouvrière. Ça sera très semblable à ce qu'on voit en Ontario en ce moment, avec Doug Ford, qui a mené une espèce de campagne vague d'anti-establishment, malhonnête. Il a promis la bière à 1$, par exemple, pour essayer d'avoir des appuis. Il n'a pas dit qu'il ferait des coupures, du moins il ne l'a pas dit ouvertement. Il n'a pas dit qu'il y aurait de congédiement. Puis là, il a commencé à faire des attaques. Il a coupé dans les réparations des écoles, dans les soins de santé mentale, il a renforcé la police, déjà fait une loi spéciale de retour au travail, etc., etc. Je pense que ce serait un scénario très similaire ici avec la CAQ au pouvoir. Puis il faut que le mouvement ouvrier, que les syndicats, les travailleurs et les étudiants, tout le monde soit prêt à se mobiliser en masse contre ces attaques-là. Puis nous, je pense qu'en tant que militants dans le mouvement syndical, donc au sein des différents syndicats, les infirmières, les métallos, la CSN, la FTQ, sur les campus aussi, il faut qu'on soit prêt à mobiliser pour quand ces attaques-là vont venir. Et tu sais, nous, à la riposte syndicale, on a encore un petit groupe, on ne prétend pas être plus gros qu'on est. Ce n'est pas les petits groupes socialistes qui peuvent tout changer du jour au lendemain. Une des revendications de notre programme, c'est qu'il nous faut un mouvement ouvrier combatif, une direction syndicale qui combat pour de vrai, contrairement à ce qui se passe en ce moment. Puis il faut demander à la direction syndicale qu'elle organise un vrai mouvement contre la CAQ et les autres partis, qu'on utilise les ressources des syndicats pour mobiliser la base. Il faut demander aux leaders qui lead, au lieu qu'ils restent passifs, qui suscitent l'enthousiasme des travailleurs. Mais plus que juste un mouvement de masse contre quelque chose, c'est contre la CAQ. Plus que ça prend un mouvement qui se bat pour quelque chose. On ne peut pas juste être contre l'austérité, contre le capitalisme, il faut aussi être pour quelque chose. C'est bien beau dénoncer l'austérité, les coupures, mais qu'est-ce qu'on propose en échange? C'est bien beau constater que les gens sont fâchés, veulent plus des vieux partis capitalistes, qui sont tannés que Bombardier s'en mettent plein les poches. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est quoi l'explication de cette situation-là? À la riposte syndicale, on pense que la situation, c'est la logique inévitable du système capitaliste lui-même et que ça nous prend des politiques socialistes pour que le mouvement ouvrier soit victorieux. J'ai parlé de Syriza qui montrait vraiment les limites, je pense, de la perspective réformiste, de juste y aller petit peu par petit peu, puis essayer de convaincre les capitalistes de nous laisser réaliser notre programme. Souvent on dit qu'il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Mais en quoi c'est pragmatique? Ça n'a pas marché. C'est pas pragmatique pantoute. C'était réaliste assez pour réaliser que les banquiers ne les laisseraient pas faire. Puis donc, ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir des mains de ces gens-là. Il faut prendre le contrôle des grands leviers de l'économie, donc les banques, les grandes entreprises, que les travailleurs, les travailleuses les contrôlent eux-mêmes. C'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser toute la richesse de la société pour avoir des vraies réformes, des réformes durables. Puis justement,
à la place que ces entreprises-là servent à donner des augmentations de salaire à leurs boss, elles pourraient servir à être utilisées pour servir les besoins des gens. Puis si le mouvement ouvrier avait un programme socialiste, le programme qu'on défend, mais je suis pas mal sûr que ça susciterait l'enthousiasme des travailleurs. Vous avez juste à regarder aux États-Unis, c'est Bernie Sanders qui parle de révolution politique contre la classe des milliardaires, de socialisme. Surprise, surprise, des millions de personnes ont voté pour lui, puis il y avait des dizaines de milliers de personnes à ces rassemblements, parce qu'il proposait quelque chose de nouveau et en apparence extrêmement radical. Mais je pense pas que le mouvement ouvrier va juste magiquement retrouver se doter d'un programme socialiste. En fait, il faut qu'il y ait des gens qui luttent pour ces idées-là dans le mouvement. C'est pour ça que la riposte syndicale existe. On veut unir les travailleurs, syndiqués, non syndiqués, sous une même bannière. On veut lutter pour un programme socialiste, pour une révolution dans le mouvement ouvrier. Puis on veut transformer le mouvement ouvrier québécois, qui a été beaucoup en recul dans les dernières décennies. Mais c'est pas un recul qui est sans fin jusqu'à ce qu'on atteigne le fond du baril. On peut renverser la tendance. Puis on a une occasion, avec la montée de la CAQ, de construire un mouvement qui peut relancer le mouvement ouvrier. Mais comme je l'ai dit, ultimement, nous, on pense que ce mouvement-là doit s'armer d'un vrai programme socialiste, qui a la perspective d'en arriver un jour à une société où on n'aura plus les patrons qui s'en mettent plein les poches, on n'aura plus les banquiers qui viennent saisir notre maison pour s'en mettre plein les poches eux aussi. Donc c'est ça notre perspective à long terme. J'espère qu'on va avoir une bonne discussion sur le sujet de la CAQ, de comment lutter contre la CAQ et les autres partis capitalistes. Mais j'espère que si vous aimez ce qu'on a à dire dans la riposte syndicale, que vous allez lire notre programme, lire le journal, discuter avec nous, mais aussi qu'ultimement, j'espère que ça vous donne le goût de vous impliquer, de nous rejoindre, de rejoindre la lutte qu'on mène à la riposte syndicale, la lutte pour un mouvement ouvrier combatif, un mouvement ouvrier qui lutte pour le socialisme, pour enlever le pouvoir au capitalisme. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Merci beaucoup.